J'ai eu la chance de suivre une formation sur le désistement suite à l'inspection en bâtiment et je voulais vous partager certains points super importants que j'ai appris qui, je pense, vont être très bons pour vous, que vous soyez vendeur ou acheteur. Dans une promesse d'achat, que ce soit résidentiel ou commercial, c'est usuel de faire une inspection en bâtiment. Donc, c'est un peu ça que je veux parler, puis ça s'applique à tous les dossiers, puis que vous soyez acheteur ou vendeur, écoutez jusqu'à la fin parce que je suis sûr que vous allez apprendre des choses. Donc, la chose numéro un, c'est pour qu'une inspection soit reconnue valide. Elle doit être faite par une personne qui est considérée comme qualifiée. On parle des inspections, des inspecteurs en bâtiment membres des associations. Ça pourrait être des architectes, des ingénieurs, des contracteurs généraux. Il y a certaines personnes qui sont permis. Puis là, je ne veux pas vous faire une liste exhaustive. Puis le but de la vidéo, c'est pas de tomber dans la mécanique. Mais donc, par un expert qui est reconnu. Et ce dernier doit vous fournir un rapport écrit. Ça ne peut pas être quelqu'un qui vient qui dit « Ouais, telle affaire est finie », qui ne donne pas de rien par écrit ou qui donne une note de 2 lignes. Là. Ça prend un rapport, pas nécessairement la brique comme on est habitué des inspecteurs, qui est un très bon document. Ça pourrait être un ingénieur qui vient faire un rapport sur la structure d'un immeuble, qui est une lettre de 2 pages qui explique le problème, les correctifs nécessaires, par exemple. Ça pourrait être un document reconnu qui ne serait pas nécessairement une inspection totale, mais qui serait une expertise, un rapport d'inspection reconnu. Ce qui ne compte pas, le beau-frère, le plombier qui vient faire une inspection, des gens qui n'ont pas les compétences et des gens qui ne remettent pas de rapport. Donc, c'est la première chose super importante à savoir. Et un courtier et un vendeur peuvent et devraient vérifier que l'inspecteur est une personne qualifiée. Puis si elle ne l'est pas, il serait possible que cette personne-là se voit refuser l'accès et qu'il n'y ait pas d'inspection, ce qui pourrait causer des préjudices à l'acheteur. Admettons que l'inspection a été faite en bonne et due forme par un professionnel et qu'il remet un rapport. Qu'est-ce qu'un acheteur prudent doit faire avec ce rapport-là? Bon, en le lisant, l'inspecteur peut recommander des expertises plus poussées. Évidemment, si l'inspecteur dit « j'ai pas eu accès à l'entretoit parce qu'il n'y a pas de trappe, mais j'ai aucun indice », théoriquement, l'acheteur n'a rien à faire. Mais si l'inspecteur dit « je vois des cernes au plafond, des signes qui me laissent croire des infiltrations d'eau, même chose au sous-sol, je vois de l'efflorescence le long des murs », l'acheteur, il va recommander à l'acheteur de faire venir un expert approprié. Quelqu'un pour les fondations, quelqu'un pour le drain français, quelqu'un pour ouvrir et aller dans l'entretoit. Si l'acheteur veut conserver ses droits suite à l'inspection, il doit suivre les recommandations de son inspecteur. S'il ne fait rien, il réduit de beaucoup ses chances en cas de recours dans le futur. Donc, super important pour un acheteur de lire le rapport, d'agir sur les recommandations d'un inspecteur, mais à l'inverse, un inspecteur qui dit « j'ai aucun indice, mais fais venir un expert, l'acheteur n'a rien à faire parce qu'il n'y a pas d'indice. C'est comme dire, il n'y a pas d'indice que le drain français ne fonctionne pas il y a 25 ans. Oui, on peut présumer qu'il est peut-être en fin de vie, mais l'acheteur n'a pas l'obligation de le faire venir visiter, mais il est présumé comprendre que le drain est en fin de vie. Mais il faut faire attention aux demandes exhaustives d'expertise, mais s'il y en a des importantes, l'acheteur doit agir dessus. Si dans un rapport, je vais te donner un exemple, la toiture n'est pas accessible parce qu'on est en hiver, il y a plein de neige, évidemment, l'inspecteur n'a pas à déneiger la toiture, mais il va probablement, comme je disais dans le segment précédent, dire « Hey, quand la neige va être fondue, revenez voir. » Je vous donne un exemple. On est en février, vous faites une offre d'achat sur une propriété, que ce soit résidentielle ou commerciale. Le toit est plein de neige parce qu'on a un bel hiver au Québec. Bien, au mois d'avril, quand la neige va être fondue, l'acheteur prudent devrait venir voir l'état de la toiture, idéalement avec son inspecteur. Est-ce que ça pourrait être avec un couvreur potentiellement? Mais il doit venir constater l'état de ce qui n'a pas été vu, dans ce cas-ci, la toiture, pour pouvoir voir s'il y a des problèmes. S'il ne le fait pas, il arrive au mois de juin, puis au mois de septembre, l'eau s'infiltre, puis il veut intenter des recours, puis il n'y a pas eu de mensonge du vendeur. Il n'a pas caché que la toiture était neuve, puis tout ça, puis qu'il l'avait refait lui-même l'année dernière. L'acheteur peut perdre des recours. Donc, il doit agir, encore là, sur une recommandation de l'inspecteur et venir des fois refaire des deuxièmes inspections, des deuxièmes visites, des fois
plusieurs mois plus tard. Puis là, il y en a qui vont dire, ouais, mais Olivier, on ne peut pas mettre des conditions dans l'offre d'achat. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a des manières de faire qu'on nous a appris dans la formation où ça ne met pas la transaction en jeu, mais ça sécurise un acheteur et un vendeur. Donc, vraiment super important de le faire. La prochaine chose que je veux parler, c'est la bonne foi. Ça s'applique au vendeur et à l'acheteur. Puis là, je vais essayer de le faire simple, mais la plupart des gens comprennent le principe de la bonne foi. Mais quand un vendeur accepte une offre, il est présumé de bonne foi vouloir vendre son immeuble. Et un acheteur, quand il fait une offre, il est présumé de bonne foi de vouloir l'acheter. C'est-à-dire que si un acheteur essaie de sortir d'une promesse d'achat pour n'importe quelle raison, ne fait pas les démarches nécessaires pour mener à bien l'inspection, il pourrait être considéré de mauvaise foi. Donc, il faut qu'il fasse les démarches. Même côté, du côté du vendeur, si un acheteur fait une inspection, puis une demande d'inspection plus poussée, ça prend 4 jours. Ce n'est pas une affaire de 4 mois. Là. Exemple, il dit, faites venir quelqu'un pour inspecter une fissure, un ingénieur, parce que je me demande si la fondation n'a pas bougé. Le vendeur doit être de bonne foi et accorder l'accès à la propriété à l'acheteur et des délais raisonnables pour le faire. S'il ne le fait pas, il pourrait s'exposer encore là à des recours. Donc, la bonne foi des deux parties, c'est super important dans une inspection parce que souvent, on voit des gens qui disent « son délai expire demain, je ne donnerai pas une journée de plus. » Mais s'il y a une raison, puis il y a une raison, l'acheteur a une bonne raison et il est de bonne foi, le vendeur doit aussi montrer une certaine bonne foi. Sinon, est-ce qu'il s'expose à des recours? C'est ce qu'on nous enseigne dans la formation, puis c'est pas un inspecteur qui a dit ça, c'est des avocats. Donc, j'aurais tendance à les croire, puis le principe est bon. Vous voulez vendre? Faites un minimum. Donnez-y pas le bon Dieu sans confession, puis des mois. Mais s'il y a besoin de 3 jours, donnez-lui. Ça va vous sécuriser comme vendeur, puis comme acheteur, faites vos affaires, parce que sinon, si vous aussi, vous ne faites pas vos démarches, vous allez être de mauvaise foi. Donc, bonne foi, c'est super important. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je vais le redire dans celle-ci, il n'y a aucune obligation de renégocier suite à une inspection. Cependant, il faut faire attention. Si vous êtes un acheteur et vous dites, suite à l'inspection, je veux faire réparer A, B, C, D, puis le vendeur dit, hey, pas de problème, je fais tout réparer par des contracteurs dans les règles de l'art. C'est bien fait, pas je vais appeler mon cousin pour réparer parce qu'il est manuel. Comme acheteur, vous allez être lié. Mais le vendeur, à l'inverse, peut dire, moi, je répare rien. Est-ce que tu achètes, t'achètes pas? As-tu une bonne cause ou pas? Il a le droit. Donc, il faut penser qu'une inspection ne donne pas le droit à une obligation de renégociation. Là, j'en vois venir des acheteurs qui vont dire, moi, là, je n'utilise pas la clause de l'OASIC dans les offres, il faut que je remette le rapport, les dommages ou les augmentations de dépenses significatives. Moi, c'est une inspection à mon entière satisfaction. Ça ne vous dégage pas de la bonne foi de faire des choses, puis vous ne pouvez pas vous retirer, par exemple, pour le peu de caulking qui manque autour des fenêtres. La bonne foi s'applique aussi. Cette clause-là va peut-être vous donner un peu plus de jeu, mais à la base, ça ne vous permet pas de faire n'importe quoi. Donc, faire attention, même si vous utilisez des clauses maison, ce qu'on voit beaucoup plus en immobilier commercial, vous n'êtes quand même pas libéré de toutes vos obligations. Si un acheteur veut se désister suite à une inspection, le fardeau lui revient. Il ne peut pas juste dire « je me désiste parce que dans le rapport, il y a un indice potentiel que la fissure coule, mais je ne fais rien inspecter, puis c'est tout. » Il faut qu'il y ait des données assez significatives qui prouvent que ça va lui causer un préjudice. Puis ça veut dire souvent obtenir des soumissions. Des fois, ça peut être faire des expertises qui disent « regarde, le problème, c'est ça. » Sans avoir une soumission, on sait que c'est majeur. On voit que la fondation, la maison s'est enfoncée. On sait qu'il faut aller au pieutage. On a-tu besoin d'une soumission de pieutage pour le problème de structure? Probablement pas. Mais si, il y a une fissure, je veux me retirer parce que peut-être que l'immeuble bouge, l'acheteur n'a pas rempli assez son fardeau. Donc, si vous êtes acheteur, vous devez faire des démarches minimales pour prouver que ça vous cause des préjudices sérieux. Donc, c'est super important de ne pas escamoder ça parce que sinon, un vendeur pourra avoir des recours contre l'acheteur. Comme vous l'avez vu, c'est peut-être pas si facile que ça, se désister
suite à l'inspection quand on est acheteur. Puis il n'y a pas tant de jurisprudence où des acheteurs ont gain de cause. Donc, on le voit que souvent, c'est plus la bonne foi du vendeur qui laisse aller des gens. Mais si un vendeur décide de dire « Wow, tu ne peux pas te retirer », ça se peut qu'un acheteur soit dans le trouble. Donc, soyez avertis avant de faire une offre d'achat de bien comprendre les implications avec tout ce qui a trait à l'inspection, comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo-là. D'ailleurs, si vous l'avez aimé, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde.